Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Roy et aujourd'hui, nouvel épisode où l'on va parler de grossophobie, de poids et de diététique. Pour cela, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Sophie et Tori, psychologue, Claire Lauré, coach professionnel et personnel, et Axel Gerbron, directeur d'une structure de diététique médicale. Dans cet épisode, vous retrouverez également des témoignages de TCA et de grossophobie. Si vous souhaitez parler de ce que vous avez vécu ou vivez, venez nous parler sur les réseaux sociaux et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner tant sur de la discrimination ou de l'harcèlement que sur votre poids ou vos troubles du comportement alimentaire. Prendre soin de soi, de sa santé mentale, avec un professionnel de santé ou un coach ne fait pas de nous quelqu'un de faible. Simplement quelqu'un qui a conscience de ses troubles et qui veut aller mieux et plus vite. Commençons l'épisode par la présentation de nos intervenantes et intervenants. Bonne écoute! Bonjour Audrey, je suis Claire Lauré, coach professionnel et personnel. Donc sur la partie professionnelle, j'accompagne des dirigeants, je les aide à restructurer leur entreprise, à réorganiser leur activité. Et sur la partie personnelle, donc j'accompagne à la fois des personnes à se libérer des compulsions alimentaires, en complément d'un suivi médical lorsqu'il s'agit de TCA. Et j'aide aussi beaucoup de personnes à retrouver espoir après des difficultés amoureuses, donc que ce soit une rupture, parfois un deuil, et parfois des problèmes de communication, donc à retrouver espoir dans leur couple. Donc qu'est-ce que le coaching de manière générale ? C'est différent, je dirais, d'un suivi psychologique, mais c'est très complémentaire. Je dirais que dans le coaching, on est vraiment centré sur l'action. On a un problème donné, un enjeu, et le but, c'est de le résoudre de la manière la plus efficace qui soit. Pour ça, évidemment, on a besoin d'explorer aussi ce qui a pu se passer dans le passé. Donc notamment explorer ses pensées limitantes, ses fausses croyances, et pouvoir les réécrire pour retrouver l'espoir et l'envie d'aller de l'avant, je dirais. Et après, le but, c'est d'établir un plan détaillé, une sorte de boîte à outils pour pouvoir aller de l'avant et vraiment pouvoir avancer, parce que dans le coaching, on valorise énormément l'évolution permanente et l'amélioration continue. Bonjour Audrey. D'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir intervenir dans votre émission. Alors, je m'appelle Axel Gerbron, je suis directeur d'un centre de prise en charge de la surcharge pondérale à Bastia et qui a une approche scientifique, médicalisée de ce problème, basée sur des preuves publiées notamment, et on travaille avec beaucoup de professionnels de santé, que ce soit des médecins traitants, des spécialistes comme les cardiologues, gastro-entérologues, pneumologues, etc., mais aussi kinés, infirmiers. Et notamment pour prendre en charge des patients qui donc ont des antécédents médicaux associés à leur surpoids. Voilà. Et qui donc souvent sont traités ou non pour leur diabète, leur hypertension, leur cholestérol, leur douleur articulaire, problèmes hormonaux, etc. Et nos diététiciennes reçoivent les patients au centre avec un bilan sanguin et réalisent des programmes sur mesure et adaptés en fonction des antécédents de chacun, des habitudes de chacun, pour réussir à leur faire perdre du poids efficacement, et tout ça avec un suivi très régulier. Voilà, on peut également prendre en charge des personnes n'ayant pas encore d'antécédents médicaux, donc plus dans un caractère de prévention. Voilà. Mais voilà, j'ai essayé de la faire un peu courte, mais c'est à peu près ça. Alors bonjour, donc je m'appelle Sophie, je suis psychologue clinicienne. Je travaille auprès d'adolescents et de jeunes adultes et depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et je suis spécialisée un peu plus sur le versant psychotrauma. La Maison des adolescents, c'est un dispositif qui est national. Tous les départements maintenant du territoire français sont une maison des ados. Il y en a parfois même plusieurs. Il y a parfois des annexes sur certaines grosses MPA. Les maisons des ados, c'est des endroits où on accueille, on accompagne les jeunes, où on évalue leurs difficultés et où on les oriente aux besoins. Tout ça, c'est gratuit. C'est sans accord parental préalable. Et
et c'est possiblement anonyme. Les professionnels qu'on retrouve dans les maisons des adolescents, c'est généralement des éducateurs spécialisés, des psychologues, des psychiatres, des médecins généralistes, parfois des sages-femmes, parfois des infirmières, des infirmiers, etc. Voilà. Donc, en fait, on est une structure de santé globale pour les jeunes, d'accès très, très facile puisque c'est gratuit, qu'il n'y a même pas besoin de venir avec une carte vitale ou même ses parents, venir avec ses copains ou seul. L'OMS nous dit que le surpoids, c'est un IMC égal ou supérieur à 25 et que l'obésité est un IMC supérieur ou égal à 30. Le surpoids est un état caractérisé par un dépôt excessif de tissu adipeux. L'obésité est une maladie chronique complexe qui se définit par un dépôt excessif de tissu adipeux pouvant nuire à la santé. Chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent, les catégories de l'IMC définissant l'obésité varient selon l'âge et le sexe. Axel, qu'en penses-tu ? Une surcharge pondérale, c'est dès lors que le poids, pour moi, peut commencer à impacter votre santé. Donc après, il y a différentes catégories, notamment vis-à-vis de l'IMC. Il y a le surpoids, il y a l'obésité modérée, l'obésité sévère, l'obésité morbide. Mais voilà, c'est généralement la surcharge pondérale, c'est à partir du surpoids, donc au-delà d'un IMC supérieur à 24. En fait, dans votre vie et dans votre corps, vous allez développer deux types de graisses. Déjà, il y a une graisse blanche qui va être sous-cutanée, c'est-à-dire sous la peau, et qui va se développer dans les bras, dans les cuisses, dans les fesses, etc. Plus communément appelée la cellulite, mais cette graisse-là n'est pas fondamentalement dangereuse pour votre santé. Par contre, vous allez également développer une deuxième graisse qui, elle, est une graisse jaune, brunâtre et qui va se loger uniquement au niveau viscéral, au niveau de votre ventre, du tour de taille, dans laquelle vos organes, comme le cœur, les reins, les intestins, le pancréas, le foie, etc., vont baigner dedans. Et c'est cette graisse-là qui est néfaste pour votre santé. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais pour aller à l'essentiel, elle va naturellement entraîner un dysfonctionnement de vos organes et donc l'apparition ou l'aggravation de problèmes de santé importants. Donc tout à l'heure, on me disait vis-à-vis... Enfin, tu me posais la question de pour toi, c'est quoi la surcharge pondérale ? Chez nous, on peut parler de poids et d'IMC, mais ce dont on va parler majoritairement, c'est surtout du tour de taille. Nous allons voir dans cet épisode justement le lien entre surpoids, obésité et genre par la déconstruction de la grossophobie systémique. Donc pour commencer, je voudrais vous parler du livre sur lequel je vais m'appuyer pour cet épisode. Gros n'est pas un gros mot, du collectif Gras Politique, qui est une association de lutte contre la grossophobie systémique depuis 2016. Il s'agit d'une chronique d'une discrimination ordinaire. Et dans ce livre, on nous dit que la grossophobie désigne en fait l'ensemble des attitudes hostiles et discriminantes à l'égard des personnes en surpoids. Je tiens particulièrement à parler de la langue française et ce livre nous éclaire. Les mots qui comportent le phonème gros sont particulièrement péjoratifs. Grossier, grotesque. Et après, il y a les expressions comme gros paresseux, gros con ou encore gros dégueulasse qui sont très péjoratives. Avec un petit rappel de l'article 225-1 du Code pénal qui nous dit « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur apparence physique ». Pour commencer, je souhaiterais que l'on regarde un peu plus les causes du surpoids et de l'obésité qui ne sont pas si simples que ça. Le livre nous dit que c'est une maladie de la volonté, mais ces pulsions incontrôlables sont différentes de la volonté. En fait, il s'agit de TCA, de troubles du comportement alimentaire. Mais alors, qu'est-ce que les TCA ? Voyons ça avec nos intervenantes. Claire, explique-nous. Alors, qu'est-ce que sont les TCA ? Donc, TCA, ça veut dire troubles du comportement alimentaire. Et ce sont des conditions qui sont psychiatriques et qui se caractérisent par des comportements alimentaires qui sont anormaux. Et qui vont avoir un impact qui est significatif sur la santé à la fois physique, mais aussi émotionnelle et sociale.
physiques, c'est-à-dire il peut y avoir des variations de poids, il peut y avoir des conséquences hormonales, et donc des troubles gastro-intestinaux, des problèmes cardiaques. Il y a vraiment donc de lourdes conséquences. Sur la partie émotionnelle, ça va être des sentiments de honte, de culpabilité, on a peur d'en parler. Et sur la partie sociale, ça peut être une certaine forme d'isolement à cause du regard des autres. On a peur de ce regard des autres. On a parfois recours à ces comportements en cachette. Et donc, ça crée un certain décalage social. Et pourquoi j'ai choisi du coup de me spécialiser aussi dans les TCA ? Je dirais que c'est un enjeu personnel. J'ai vécu ça quand j'étais plus jeune, à la fois de l'anorexie puis de la boulimie. Et j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est vrai que c'est un cheminement. C'est difficile parce qu'en apparence, tout va bien dans sa vie. Et donc, il y a une certaine culpabilité aussi de se dire pourquoi est-ce que je suis en train finalement de me torturer l'esprit. Mais c'est un vrai chemin avec soi-même, je dirais, à la rencontre de soi-même pour se débarrasser de croyances qui peuvent être néfastes. Sophie ? Oui, alors donc des troubles du comportement alimentaire. Ce sont des troubles qui appartiennent, voilà, qui sont catégorisés dans les troubles mentaux. Ils sont souvent des troubles comorbides. Donc, un TCA tout seul, on ne connaît pas. Un TCA, c'est toujours quelque chose qui accompagne quand même un état de souffrance psychique significatif. Donc, comme je te disais tout à l'heure, très souvent, soit un trouble anxieux, soit un trouble dépressif. Ça vient cacher de la souffrance mentale. Et après, c'est vrai que c'est un trouble qui, dans sa présentation, est assez atypique parce que on n'est plus que sur de la santé mentale, on est sur aussi de la santé somatique. Et ce qui nous amène à devoir penser nos prises en charge dans une interdisciplinarité et surtout pas se dire je vais traiter que la tête ou que le corps. Ça serait une grave erreur parce que justement, ça concerne vraiment l'entièreté de la personne et c'est trouble complexe parce que ça amène à mobiliser beaucoup de corps de métier professionnels en santé. Euh, Pas simplement utiliser la carte psy ou la carte santé somatique. Il faut vraiment allier le médical, le psychologique et voilà le côté santé, nutrition. Voilà, on doit quadriller en fait pour être efficace avec cette pathologie-là. Voilà, les types. On considère qu'il y a trois grandes catégories de troubles du comportement alimentaire. Donc, il y a l'anorexie, où on va retrouver une restriction alimentaire avec le plus souvent une perte de poids significative derrière, quand on mange plus, hein, forcément. Euh, une préoccupation obsessionnelle et pathologique pour la nourriture, l'image du corps, voilà, une image du corps perturbée. L'image du corps perturbée au point qu'on en arrive à ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est le fait de se voir, de ne pas avoir un vrai regard sur son corps propre, d'avoir une vision déformée de son corps, de se voir, hein, voilà, dans le cas de l'anorexie, généralement plus gros ou plus grosse que ce que l'on est réellement, voilà, d'avoir une critique très très violente sur son propre poids, d'être sur l'obsession de la balance et des calories. Ça, c'est l'anorexie. Ensuite, il y a la boulimie. La boulimie, il va y avoir aussi en fait de la restriction alimentaire, mais ça arrive en second temps. Dans la boulimie, il y a une partie, on mange de manière, par crise en fait, de manière incontrôlée. Enfin, ingérer une grande quantité de nourriture sans forcément qu'il y ait derrière une sensation de faim classique. C'est pas, ça va pas être, j'ai faim, je mange, et puis j'écoute mon sentiment de satiété, j'arrête de manger. Là, c'est la crise, on mange sans s'arrêter, parfois même des choses qu'on n'aime pas, vraiment se remplir. Et ensuite, il y a un comportement compensatoire qui peut être alors soit de la restriction, soit du sport à outrance, l'utilisation de laxatifs, de coupe-faim, soit plus classiquement les vomissements provoqués
pour permettre en fait de régurgiter ce bol alimentaire ou une partie. Alors la boulimie, et c'est parfois, ça passe parfois plus sous les radars. Pourquoi? Parce que ben, parfois, quand il y a que de la restriction, en fait, la personne va malheureusement perdre du poids très très rapidement. Dans la boulimie, ça peut être le cas aussi, mais parfois, on a des personnes avec des corpulences absolument classiques, des IMC normaux, et pourtant derrière, il y a le trouble et il peut être quand même sévère. Donc, c'est une grosse vigilance sur la boulimie. Et dernière catégorie du trouble du comportement alimentaire, c'est l'hyperphagie, où il y a des crises mais qui, elles, ne sont pas contrebalancées par des comportements compensatoires. Simplement, la personne, pareil, mange en dehors de toute sensation de faim, satiété classique et se sent très, très mal à la fin de la crise de boulimie. Au niveau, voilà, on a mal au ventre, etc. On se sent aussi pas bien psychiquement. Mais là, il n'y a pas de comportement compensatoire. Les troubles du comportement alimentaire sont définis comme des conduites alimentaires différentes de celles habituellement adoptées par les personnes vivant dans le même environnement. Ces conduites alimentaires perturbées sont à l'origine de troubles somatiques et psychologiques. Ces troubles modifient la relation de l'individu à la nourriture. Mais quelles sont les personnes concernées ? Alors souvent, les TCA, ça arrive au moment de l'adolescence, quand le corps est transformé. Après la puberté, c'est vrai que... Et ça touche notamment les femmes, donc c'est vrai que les femmes voilà, vont avoir des seins, vont avoir leurs règles, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça peut venir aussi du regard des autres, hein. Ça peut être le regard d'un homme sur le corps féminin, parce qu'on découvre, c'est aussi une période où on découvre le désir. Donc des hommes qui aiment les femmes très minces, parfois ça peut effectivement toucher à ça. Ou alors son propre regard sur soi, le fait de se trouver toujours trop grosse, comme tu le disais, donc d'entamer un régime, et puis le fait de dire bah, finalement j'y arrive, ça marche, je peux perdre du poids, j'ai le contrôle sur moi. Il y a une grosse notion de contrôle aussi dans l'anorexie. Et qui effectivement dans la boulimie ça va être l'effet inverse, le balancier qui revient en sens inverse et du coup la perte de contrôle et donc le fait d'ingérer des aliments de manière complètement excessive qui ensuite voilà, va conduire à des crises d'hyperphagie avec ou sans vomissement d'ailleurs, mais ça vient vraiment de la perception qu'on a vis-à-vis de soi-même et qu'on a intégré à travers le regard des autres ou à travers son propre regard. Et je dirais qu'il y a aussi un lien psychologique, que ce soit pour l'anorexie ou pour la boulimie, souvent avec les parents. Donc il y a des pistes à aller explorer. Parfois, on a mal vécu des parents trop stricts ou qui avaient une certaine forme d'exigence. Et donc du coup, on s'est mis soi-même la pression pour être perfectionniste, alors que on est toujours insatisfait dans la quête de perfection et il faut plus tendre à l'amélioration que la perfection. Mais c'est toutes ces notions-là qui finalement vont un peu s'en mêler dans la tête et c'est cette quête de perfection qui va faire que en fait, on a envie d'un corps parfait aussi, mais c'est difficile à atteindre. Alors, les TCA, en fait, c'est des pathologies qui débutent très souvent à l'adolescence. Donc, en fait, c'est pas par le psychotrauma que j'arrive vers ça, c'est plutôt par la clinique du quotidien à travailler avec les jeunes, où bah, c'est un trouble qui va émerger entre 14 et, on va dire, 21 ans, faire une tranche un peu large. Euh, Majoritairement. Après, il y a quand même des présentations qui nous préoccupent plus, qui sont probablement plus graves, où il y a des TCA qui remontent à l'enfance. Ça existe. Donc, en fait, c'est à travers la clinique que moi, je me suis plus familiarisée avec ce trouble, et qui est un trouble dont il faut absolument pas minimiser l'impact, euh, puisqu'on sait que c'est le trouble en santé mentale le plus... alors, la mortalité est la plus importante, en fait. Voilà. C'est un trouble qui tue. En fait, on a tendance à l'oublier. Pas seulement par la comorbidité de la pathologie mentale, hein. Les comorbidités, ça va être bah, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, parfois les addictions. Mais il y a aussi en fait toutes les conséquences somatiques qui vont faire que il va y avoir parfois malheureusement un décès prématuré
de la personne quand on est dans le cas de figure d'un trouble du comportement grave. Ce qui est, euh, ce qui est finalement rare quand même. C'est pas non plus quelque chose d'extrêmement répandu, un TCA grave. Mais par contre, quand c'est là, voilà, il faut faire faut être très vigilant parce que c'est des pathologies vraiment envahissantes et impactantes. Euh, voilà. Et après, ce qu'il faut souligner également, c'est qu'un trouble du comportement alimentaire, c'est pas toujours euh, l'urgence somatique, l'urgence immédiate, etc. Ça peut être une forme amoindrie. C'est ce qu'on voit, nous, très souvent en maison des ados d'ailleurs, mais que c'est un TCA quand même, en fait. Voilà. Et ça passe un petit peu en dessous des radars, mais il faut quand même les prendre en compte pour éviter justement que ça dégénère ou que ça se chronicise. Pour en savoir plus sur ces personnes, écoutons un premier témoignage. Bonjour, je me présente Stéphanie. Je voudrais parler de mon trouble de comportement alimentaire comme vous me l'avez demandé. De raison, je ne m'aimais pas depuis que je suis toute jeune à cause de mon âge, de mon grave accident de voiture. J'ai été complètement défigurée et de ma surdité. Aussi que les boulimiques vomissements, je ne connaissais pas du tout. À l'époque, on n'en parlait pas de ça, même pas en famille, même pas à la télé. Le jour où j'ai tiqué mon âge, du jour au lendemain, mon cerveau a fait clic, manger et vomir. Je voulais maigrir absolument. Je voulais me sentir belle, me faire aimer, mais petit à petit, chaque jour que je mangeais, je me faisais vomir. J'ai perdu du poids, j'étais tellement contente, mais pas suffisant. Je me regardais dans la glace, je me trouvais encore grosse. Donc, j'ai continué à vomir. Je me suis inscrite en salle de sport pour me faire du cardio, brûler de la graisse. J'allais en salle pour me vider le ventre, les fesses, vraiment maigrir. Je regardais dans la glace et je me trouvais encore grosse. Je voulais perdre du ventre, des fesses, des cuisses, des bras, etc. Alors, pour perdre encore plus de poids, j'allais courir. Pour perdre encore plus, j'allais à la pharmacie prendre de la laxative. Au départ, c'était 1 à 2 comprimés. Je ne me rendais pas compte, je suis même descendue à 42 kilos. Pour ne pas qu'on me voie et me reconnaisse, je mettais des vêtements grands, je me camouflais des vêtements et je me maquillais. Je voulais m'arrêter, mais je n'arrivais pas. Mon cerveau était plus fort que moi. J'avais un démon dans mon cerveau qui me disait sans arrêt « Mais tu es grosse encore, ah, fais gaffe, tu as dû prendre 1 gramme. Personne ne t'aime, tu es moche, regarde, les filles, les mannequins, elles sont belles, elles sont aimées. Continue à vomir. » C'était vraiment incontrôlable. Me pesais plusieurs fois par jour, même par minute et même dans la nuit. Je vomissais entre 2 à 5 fois par jour. Je prenais les laxatifs 4 heures comprimés. Faire 5 heures de sport entre la salle et la course à pied. Je me souviens de mon être est, il ne voulait pas que je sois grosse, ni prendre 2-3 kilos. Donc je faisais tout en casse-tête, me faire vomir, faire du sport à fond. Et je prenais des laxatifs. Tellement épuisé, mon cerveau ne pensait qu'à ça. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. Non, mon cerveau c'était la balance, le poids, vomir et sport. Je vivais dans l'angoisse de prendre du poids. Quand il fallait aller au resto, j'avais préparé un sac, un plastique, des lingettes, un rafraîchissement pour la bouche, etc. Je perdais mes cheveux, mes ongles étaient tellement mous, je commençais à avoir mal aux yeux, palpitations cardiaques. Je voulais arrêter, mais je ne pouvais pas. Mon cerveau disait non, tu vas grossir. Mes médecins m'avaient prévenu, fais attention, ton potassium est cardiaque, tu vas faire un arrêt. On le voit dans ma prise de sang. Je n'avais pas le déclic. Comme cela, ça faisait des années, mais j'avais quand même un petit peu peur. Du jour en avril 2022, j'ai eu le Covid. Mon poumon droit a été touché, mais mon corps a fallu lâcher. Là, j'ai eu vraiment peur. Mes médecins m'avaient déjà prévenu. Il a fallu que je cherche un médecin spécialiste du trouble de comportement alimentaire. Mais encore, il n'y avait rien. J'ai fait appel à un médecin de la trouble de comportement alimentaire à l'hôpital de... Ça a été vraiment très dur quand je l'ai contacté, mais il m'a beaucoup aidé.
La première chose, c'était de noter à chaque heure, à chaque minute, mes compulsions et mes vomissements, et noter de tout ce que je mangeais et noter de tous les détails. Et même si j'ai pas mangé, je le notais. Et là, il me disait, voilà, tu t'es interdit de manger le matin et même le soir. Forcément, il me dit, tu vas avoir des compulsions et des crises de bulimique et de vomissements. Il a fallu que je mange des féculents et du pain à chaque repas. Comme c'était vraiment dur, je me pesais, je voyais le poids grossir très vite, très vite. Je me détestais, j'allais vomir. Bien sûr, j'étais obligée de dire la vérité. Il m'a dit de supprimer ma balance, arrêter de vomir, arrêter les laxatifs et le sport. Tout ça. Mon Dieu, l'angoisse, ça a été trop horrible pour moi. J'ai décidé pour mon bien-être. Le 11 juin, j'ai mis ma balance à la poubelle. J'ai arrêté de vomir. J'ai arrêté le sport. Forcément, j'ai pris 15 kilos. Ça ne me plaisait pas du tout, mais tout le monde me trouvait jolie. J'étais ravie de me voir pétillante et joyeuse, mais pas moi. Je me trouvais énorme. En même temps d'avoir trouvé un médecin, avant le médecin, j'avais rencontré Alessia, mon amie de corps, qui est spécialiste de yoga, de troubles de comportement alimentaire à Paris. Elle m'a beaucoup aidé à faire du yoga très douce, la méditation, à respirer, à accepter de s'aimer, à se regarder dans la glace, à se toucher, à se faire des massages. Je suis partie en Inde avec elle et avec les 8 filles que je ne connaissais pas. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup libérée. Une autre personne, Vanessa, qui fait de la neurofeedback, qui m'a appris à bien dormir, à bien se relâcher. J'étais complètement détendue et vraiment, je le conseille vraiment, elle est sur Ajaccio. Bien sûr, je ne suis pas encore guérie, surtout mentalement et physiquement. Je dois apprendre à m'aimer. Parfois, ça m'arrive de regarder dans ma glace et je dis « Ah, mais je suis très jolie ». Mais c'est rare que je le dise. Mais il y a encore du boulot. Bien sûr, la bouffe, et voilà, il faut que j'apprenne. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais là, je suis contente. Ça va faire bientôt 2 ans que je n'ai pas vomi. Parfois, ça m'arrive d'y penser, mais je me fais engueuler par moi-même. Je dis non, fais pas ça. Pense à ton corps, sinon tu vas t'arrêter. J'ai oublié de vous préciser, le 14 laxatif, c'est pas par semaine, c'est 14 laxatifs de comprimés par jour. C'est par jour. Et je me vidais complètement. Et c'est horrible. Vraiment, c'est... Et pour vous dire la vérité, donc je vomis pas, je suis très contente. Mais le laxatif, j'ai quand même repris. Mais j'ai diminué. Je ne prends pas 14 par jour, j'en prends 7. Ma balance, je vais le regarder de temps en temps. 1 fois par jour, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai besoin de me rassurer. Pour ça, je ne suis pas encore guérie. Il faut un certain temps pour guérir. C'est pas peut-être 2 ans, 3 ans. Quand mon corps ira bien, quand mentalement il ira bien. Donc là, je serai vraiment guérie. S'alimenter est un parcours du combattant, idéologiquement, émotionnellement ou financièrement. Les personnes qui souhaitent se réconcilier avec la nourriture doivent être accompagnées sur tous les plans. Les injonctions diététiques qui ne prennent pas en compte la réalité sociale, culturelle et intime sont vouées à l'échec. Alors du coup, mon expérience avec les TCA, c'est vrai qu'à 18-19 ans, j'étais en prépa, ingénieur. Et je suis devenue anorexique. Donc en fait, c'est venu assez vite. J'avais passé 1 an aux États-Unis quand j'étais plus jeune. J'avais 14 ans, dans une famille américaine qui était obèse. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids là-bas. Malgré tout le sport que je faisais, j'ai dû prendre 10 kilos. Je les ai vite reperdus, mais je me suis aussi rendu compte du regard que les autres pouvaient avoir sur moi, notamment les filles. C'est vrai que il y a une ambiance un peu peste. J'étais dans un lycée de filles et ça parlait beaucoup. Et c'est quelque chose qui m'a touchée. Et donc effectivement, j'ai eu envie par la suite de perdre du poids, donc de faire un régime comme beaucoup de femmes ont pu le faire. Sauf qu'en fait, c'est un cercle vicieux parce que le régime, c'est temporaire. Parfois, on reprend le poids qu'on a perdu. Et là, dans ce cas-là, ça a commencé à marcher. Ça marchait, donc je mangeais énormément de légumes, je mangeais plus de viande. De temps en temps, je m'accordais du poisson, je mangeais plus du tout de glucides. L'alcool, j'avais fait une croix dessus et j'ai perdu 20 kilos en prépa.
Et en fait, je m'en rendais même pas compte parce que c'était une forme de jouissance, de victoire sur mon propre corps, de victoire aussi par rapport aux autres. Bah voilà, je suis capable de perdre ce poids. Vous avez rien à me dire, c'est mon corps, c'est moi qui décide. Et évidemment, donc, je suis allée voir un médecin parce que mes parents se sont vraiment inquiétés. Et après, par la suite, je suis partie à l'étranger, donc effectivement, le suivi a été plus difficile. Et en fait, cette anorexie, au bout de 4 ans, s'est transformée en boulimie. Au moment où je travaillais donc, dans la finance à Londres, j'avais un emploi du temps qui était très chargé. Et en fait, ça a été finalement le revers de la médaille d'avoir eu tant de contrôle sur mon corps. Là, c'était le lâcher-prise total. Des crises de boulimie où je me souviens, je me réveillais la nuit à 2-3 heures du matin, je vidais mon frigo avec des aliments qui n'étaient même pas forcément gastronomiques. Je me faisais des tartines au beurre, j'avais mal au ventre et je me réveillais le matin avec des crises de larmes et je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Alors qu'en apparence, tout allait bien, j'étais en bonne santé, j'avais un bon travail, un copain qui m'aimait. Et petit à petit, du coup, c'est là que j'ai cherché de l'aide parce que je me suis dit, j'arrive pas à m'en sortir seule. Un peu comme un escalateur qui monte et nous, on est en train de descendre et en fait, on n'y arrive pas. Enfin, on se dit qu'on nage complètement à contre-courant. Et j'ai eu la chance d'avoir un super suivi médical à ce moment-là et je m'en suis sortie. Et c'est vrai que j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de changements à faire dans ma vie et que le travail que j'avais me correspondait pas forcément, que la relation amoureuse que j'avais me correspondait pas forcément non plus. Et donc autant de changements qui ont fait que je me suis retrouvée moi-même et finalement ça a créé un apaisement. Il n'y avait plus cette dualité entre le corps et l'esprit et ce contrôle permanent et j'ai fait la paix en fait avec mon corps. Et ça c'est précieux. Ouais, c'est vrai que j'en avais même pas conscience en fait des besoins qui n'étaient pas complets, donc ça a été un travail déjà d'observation et puis un travail au quotidien finalement de me dire bon bah ok, cette situation je l'ai mal vécue, qu'est-ce que ça a touché en moi, bah oui mais finalement là c'est un état de ras-le-bol, donc il faut que je fasse quelque chose pour aller de l'avant. C'est vrai que souvent quand les gens se plaignent, je dis toujours bah voilà, soit vous acceptez la situation avec les défauts qu'elle contient, soit vous cherchez à changer quelque chose pour que ça aille mieux. Et j'ai essayé de l'appliquer à moi-même aussi, de ne pas me complaire dans un état où finalement effectivement j'avais un bon salaire, tout en apparence allait bien, mais j'étais vide de sens et c'est ça qui m'a manqué effectivement pour avancer. Donc je me suis nourrie de choses qui ont fait du bien à mon esprit, à mon intellect, et du coup j'ai plus besoin de finalement nourrir frénétiquement mon corps. Comment tu les identifies, toi, Sophie? Comment tu accompagnes ces personnes qui ont des TCA? Alors, déjà pour le côté, on va dire, détection précoce, en maison des ados ou dans, je pense, n'importe quelle autre structure de santé mentale où on reçoit des jeunes. Le côté alimentation, ça fait partie de nos grilles quand on reçoit les ados les premiers temps. On va toujours questionner l'alimentation parce que c'est au même titre que est-ce que tu dors bien, est-ce que ça va bien avec papa, maman, est-ce que comment tu te sens, nana. En fait, bah, ça fait partie de ce dont on va creuser. Voilà, on va creuser le côté alimentation pour justement s'assurer que niveau alimentation, ça se passe bien. Euh, Après, effectivement, des fois, au début d'une prise en charge, ça va, et puis il y a des choses qui dérapent ensuite. Ça peut déraper très souvent avec un simple régime. Il faut faire attention quand un ado vous annonce qu'il fait déjà, qu'il fait déjà 50 kilos et qu'il va faire un régime. Bon, il faut faire super gaffe. Mettre des garde-fous et être très vigilant. Faire de la psychoéducation, expliquer comment fonctionne le corps, comment est-ce que aussi peuvent s'enclencher des mécanismes mentaux qui peuvent conduire au TCA. Donc ça, voilà, c'est ce on peut faire un peu pour repérer, pour baliser, pour faire en sorte que un trouble du comportement alimentaire soit repéré rapidement s'il y en a un, ou soit endigué rapidement. Est-ce que ça peut durer toute la vie? Est-ce que ça, parce il existe une rémission, etc. Alors oui, la rémission, elle existe avec les troubles du comportement alimentaire. Elle est quand même assez. Alors ça dépend si on voit le verre à moitié vide, à moitié plein. 50% des personnes qui présentent un TCA significatif, assez grave, vont s'en remettre. Vont s'en remettre. La plupart du temps, quand même, il va falloir une prise en charge. Il ne faut pas penser que ça se fait tout seul.
même s'il y a des gens qui ont pu, voilà, au cours de leur parcours, trouver des réponses ailleurs que dans le système médical. Mais quand même, ce qu'on préconise, c'est des accompagnements intenses, importants. Euh, Il y a quand même une portion de personnes qui vont se stabiliser sur quelque chose de résiduel. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la zone rouge, mais, euh, mais les comportements, en fait, ils sont quand même à bas bruit. Ils peuvent revenir un peu de temps en temps et la personne, elle contrôle, elle a quand même une forme euh, de mainmise sur sa pathologie. Elle sait que c'est une pathologie. Donc ça, c'est environ 20% des cas. Dans 20 autres pourcents des cas, ça va partir sur quelque chose de chronique, hein. Ben, malheureusement, la maladie, elle va rester euh, en état aigu, important, en tout cas significatif pour altérer la vie de la personne. Ça, c'est 20 autres pourcents. Malheureusement, ben, dans 10% des cas, c'est le décès, euh, puisque il peut y avoir de telles conséquences en fait sur le corps, la personne au niveau, voilà, il peut y avoir des problématiques cardiaques, euh, métaboliques, etc. Et puis c'est aussi une pathologie où malheureusement il y a beaucoup de tentatives de suicide puisqu'il y a énormément de souffrance psychique derrière et ça c'est la moitié des décès dus à un TCA, ce sont des tentatives, enfin ce sont des suicides malheureusement. C'est une pathologie qu'on considère comme étant très grave en santé. Alors déjà, nous, à la maison des adolescents, si c'est un TCA grave, on va pas pouvoir le prendre en charge au sein de la maison des ados. On va passer le relais très souvent au secteur psychiatrique, pédopsychiatrique. Parce que voilà, ça nécessite un arsenal un peu plus important. Euh, les prises en charge, elles sont toujours pluridisciplinaires. Donc, elles incluent le versant psychologique, le versant médical, le versant psychiatrique, le versant santé-nutrition et ce qu'on aime bien faire quand on a des patients jeunes et qui est pertinent et qui marche bien, mais alors il faut le faire avec vraiment une grande délicatesse, pas que ça soit pris comme une forme de trahison par l'ado, on implique la famille. Il faut vraiment impliquer le système entier. Voilà, ça, c'est les prises en charge. Après, en maison des adolescents, on accompagne des troubles du comportement alimentaire plus légers euh, qui peuvent être, voilà, qui mettent pas la santé immédiate du ou de la jeune. Donc je dirais le coaching, c'est en parallèle évidemment d'un suivi médical lorsqu'il s'agit de troubles du comportement alimentaire. Mais c'est important parce que c'est souvent tabou, on en parle assez peu. Comme je disais tout à l'heure, on a honte, on se sent coupable. Et le fait d'avoir une oreille attentive et une personne comme un coach qui permet aussi de pointer du doigt les comportements dans la vie quotidienne qui vont ou qui vont moins bien, ça aide à aller de l'avant. Et je dirais du coup le coaching, ça s'articule en 3 phases. La première phase, c'est une phase d'observation. Je conseille souvent donc, à mes coachés de prendre un papier et de noter à chaque fois qu'il y a des compulsions qui arrivent. Donc à quel moment de la journée ça arrive, qu'est-ce que je mange au moment où je craque, quels sont les aliments, est-ce que c'est plutôt sucré, salé, voilà, et qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Et donc de faire cette phase d'observation, en général ça dure 2-3 semaines. Et puis petit à petit, il y a des schémas qui vont apparaître. Et donc ça, c'est la deuxième phase. Le but, c'est de comprendre les éléments déclencheurs. Souvent, c'est une source émotionnelle. Ça peut être de l'ennui, du stress, de la fatigue, de la colère, de la tristesse. Ça vous est déjà arrivé au travail où voilà, vous avez reçu un mail qui vous a contrarié, du coup vous vous jetez sur un paquet de chips ou sur une barre chocolatée. Ça nous arrive à tous. Après, effectivement, c'est plus ce cercle vicieux de culpabilité qui là va venir engendrer des troubles du comportement alimentaire. Et après, du coup, la troisième phase, ça va être de réécrire ces fausses croyances. Souvent de se dire bon bah voilà, je fais pas les choses assez bien, ou finalement j'ai peur du regard des autres, d'arriver à réécrire ces fausses croyances et ces pensées limitantes. Et
d'identifier le besoin qui n'est pas comblé. Souvent, un trouble du comportement alimentaire, c'est comme si on remplissait un vide et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce vide. Comment est-ce que je peux remplir ma vie de choses qui vont faire que je me sens pas inutile, je me sens pas vide de sens. Je dirais que ça, c'est important aussi. Et finalement, c'est vrai que les troubles du comportement alimentaire, parfois on va manger, même inconsciemment, pour prendre de la place. Et l'idée, c'est d'apprendre à s'affirmer dans la vraie vie pour prendre de la place dans sa vie et pas finalement dans son corps. Je dirais que le rôle de l'entourage, il est crucial, que ce soit au travail, que ce soit dans un cercle familial ou amical. L'anorexie, ça va se voir parce que la personne est en général vraiment en dénutrition et a perdu énormément de poids. C'est pas anodin, ça peut avoir des lourdes conséquences et la pire conséquence, c'est la mort. Et ça m'est déjà arrivé dans le contexte du travail d'aller voir quelqu'un et c'est quelque chose, c'est un sujet qui me touche parce que je l'ai vécu. Et effectivement, je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que c'était aussi mon devoir d'alerter donc les ressources humaines pour aider cette personne à s'en sortir et lui libérer du temps finalement pour qu'elle puisse être suivie, avoir vraiment un vrai suivi médical parce que ça relève de troubles psychiatriques, donc c'est important d'être suivi par un médecin. Et cette personne s'en est sortie par la suite, mais le rôle de l'entourage, il est important et les TCA, c'est souvent des troubles qui sont incompris par l'entourage. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop comment gérer aussi l'approche. On a l'impression de marcher sur des œufs, mais gérer ce qui est important, c'est d'agir. Et il faut pas se voiler la face et il faut vraiment agir parce que ça peut avoir des conséquences qui sont difficiles. Ça, c'est pour l'anorexie. Pour la boulimie, effectivement, on s'en rend moins compte. Et je dirais que c'est plus la personne d'elle-même qui va avoir un lourd sentiment de honte et qui va peut-être se confier à ses amis. Et là aussi, c'est important en tant qu'ami d'avoir une oreille attentive et de pouvoir dire, écoute, voilà, déjà, tu n'es pas seul, c'est arrivé à d'autres personnes, c'est possible de s'en sortir, tu vas y arriver. En revanche, il faut demander de l'aide, parce que c'est difficile d'en sortir tout seul. La maladie se développe sur un fond multifactoriel de mal-être, de conflits avec l'entourage, d'insatisfaction corporelle et concentre l'énergie du malade sur la restriction alimentaire et la perte de poids. Manger ses émotions, c'est très vrai, hein, finalement, qu'on soit dans l'ennui ou dans le stress ou dans la fatigue. C'est un mécanisme de compensation, finalement. On va avoir recours à de la nourriture, là où, finalement, quand on est stressé, on pourrait aller prendre l'air dehors, on pourrait prendre un bain chaud, on pourrait appeler une amie. Là, on va avoir recours à de la nourriture parce que finalement, c'est une solution temporaire, ça apaise. Le sucre, c'est parfois plus fort que la drogue en termes d'addiction. Et donc, on va avoir cette sérotonine qui est libérée et qui fait qu'on se sent bien, mais c'est provisoire parce que les émotions, elles reviennent. Donc effectivement, ça vient de là, le fait de manger ses émotions. Et c'est pour ça qu'en coaching, on apprend à utiliser d'autres moyens de compensation pour gérer ses émotions, sans les manger. Alors ça peut être, c'est propre à chacun, hein, et finalement la bonne méthode, c'est celle qui fonctionne pour une personne. Mais ça va être d'écrire parfois, de mettre sur papier des choses qui nous tracassent. Ça va être d'appeler une amie. Ça va être d'aller faire du sport, ça va être de se faire du bien, finalement, d'apprendre à se poser, à se dire c'est ok, de ne pas être tout le temps dans l'action, mais de prendre une demi-heure sur mon canapé et de me reposer. Le corps a aussi besoin de repos. Ça peut être de se faire plaisir, d'aller se faire masser, d'utiliser des crèmes qui sentent bon. Je dirais que c'est souvent de se reconnecter à ses sens qui va aider à vivre le moment présent et finalement à retarder cet épisode de compulsion, voire à le faire complètement disparaître parce qu'on n'y pense plus. Oui, je suis totalement d'accord. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès on a un trouble émotionnel, dès qu'on a une phase dans la vie qui est un peu compliquée, on a tous un peu nos vices et on part tous souvent vers quelque chose vers laquelle on est potentiellement addict. Et il y en a, comme je l'ai dit, c'est de la drogue, c'est de la cocaïne, c'est de l'alcool, c'est de la cigarette. Il y en a, c'est l'alimentation. Les personnes qui développent un trouble du comportement alimentaire, on s'aperçoit que c'est souvent des gens qui ont vécu des situations de violence. Euh, ça va être des formes de violence. Alors, ça peut être des troubles de l'attachement précoce, donc des difficultés de l'ordre du lien parent-enfant précoce et où la personne n'a pas pu avoir ce lien qualitatif avec les parents qui vient rassurer, qui vient permettre les assises de la constitution,
la personne, du psychisme de manière fluide et confortable. Et très souvent aussi, ce sont des personnes qui ont vécu des agressions, alors notamment des agressions sexuelles. On peut retrouver aussi des situations de violence autres, type violence intrafamiliale ou harcèlement. Mais il y a des parcours difficiles, en général, pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, notamment quand c'est des formes, quand c'est des formes sévères. Souvent, quand un TCA sévère, derrière, il faut toujours chercher, même si c'est intégré dans nos grilles d'évaluation, de rechercher si les personnes elles ont été victimes de violences. Avec un TCA sévère, en règle générale, on fouille et on trouve tristement que la personne a été confrontée à des violences. Je dis, les violences sexuelles sont assez présentes, malheureusement, dans ces troubles-là. Un peu la représentation sociale aussi, parce que ça, c'est un truc important. On loupe parfois des situations de TCA qui dégénèrent ensuite parce que on se dit, ah, bah, c'est bon, la personne, elle n'est pas dans un TCA, elle fait juste un peu un régime, etc. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'objectiver les trois critères, en fait. Il faut objectiver s'il y a une dysmorphophobie, s'il y a une modification significative du comportement alimentaire, et s'il y a une préoccupation anxieuse sur l'image, sur le corps et sur les aliments. Si on coche les trois, eh ben, on s'inquiète. Voilà. Et après, on gradue voilà, nos réponses en fonction de la situation, bien évidemment. Ça peut être quelque chose qui se règle facilement et parfois pas. Pourquoi ça touche plus les femmes, Claire? Pourquoi est-ce que ça touche plus les femmes? Je dirais c'est vraiment dans nos sociétés, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de... Il y a énormément de publicité ou de corps de femmes qui sont mis en avant, peut-être plus que les hommes. Alors effectivement, les hommes ont aussi leur pression sur avoir le fait d'avoir un corps musclé, le fait parfois voilà, de prendre des protéines pour finalement gonfler un petit peu et avoir un corps qui soit plus beau. Mais pour les femmes, c'est cette quête de la minceur, mais en même temps, il faut aussi avoir des formes pour être désiré par les hommes. Et donc, c'est une sorte de dualité permanente entre être en bonne santé pour continuer à avoir ses règles et puis continuer se dire qu'un jour on pourra avoir des enfants, et en même temps cette quête de la minceur, de cet idéal de vouloir plaire aussi aux autres. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que ça touche plus les femmes. Et effectivement, c'est troublant quand on en vient à perdre énormément de poids et qu'on perd ses règles. Moi, c'est ce qui a été aussi le déclic dans mon expérience personnelle, c'est de me dire je me mets en danger, et je mets en danger aussi le fait plus tard d'avoir des enfants, et ça c'est pas quelque chose que je veux. Oui, effectivement, dans la mode, c'est vrai que maintenant on voit les mannequins qui ont un corps limite androgyne, qui ont assez peu de forme, qui sont extrêmement minces. Et effectivement, voilà, c'est la norme de beauté, il faut trouver ça beau. Et il y a assez peu d'entre-deux, je dirais, parce que effectivement maintenant il y a eu énormément de hashtags sur tout ce qui est grossophobie, etc. Le fait de mettre en avant aussi des femmes qui ont des formes. Exactement, tout ce qui est body positive. Mais je dirais qu'il n'y a pas d'entre-deux. Ça va être soit c'est ok d'être gros, etc. Soit c'est pas bien d'être mince, ou au contraire, il y en a qui trouvent ça beau d'être mince. Mais le fait d'être en bonne santé aussi, je trouve qu'il faudrait le valoriser. Ni trop gros, ni trop mince. Finalement, on est comme on est. On peut manger certaines choses dans des quantités qui sont normales, avoir un IMC qui est normal, sans tomber dans un des extrêmes comme dans l'autre. Et finalement, quand on est jeune, c'est aussi ça, c'est le fait de tester les limites dans les deux sens, qui finalement peut aussi conduire à des troubles du comportement alimentaire, notamment au moment de l'adolescence et de la puberté. Et le fait de s'en sortir, c'est aussi de trouver un équilibre, finalement un entre-deux qui soit... voilà, qui fasse qu'on se sente en bonne santé sans se mettre en danger. Sophie? Alors, ouais, ce sont majoritairement des filles, un peu classiquement. Sauf que j'ai envie de te dire que peut-être que les statistiques nous sont pas tout à fait significatives, dans le sens où on repère beaucoup moins les garçons qui ont des TCA. Parce que ça se présente différemment, que c'est des présentations qui sont masquées.
et peut-être même qu'elles sont intégrées socialement et que donc on se questionne même pas sur le truc de dire bah ça, on est dans le champ de la pathologie. Je peux te prendre l'exemple du sport de haut niveau où le fait de voir voilà, une exigence autour d'un corps où il y a du muscle et pas de gras, euh, des garçons qui font du sport à l'extrême et qui vont du coup avoir un contrôle alimentaire quand même à côté, ça va beaucoup moins alerter en fait qu'une jeune fille qui fait des pompes toute la journée et qui commence à réduire pas mal de choses dans son alimentation. Donc les garçons, en fait, ils sont touchés par le trouble du comportement alimentaire, mais on les repère beaucoup moins. Voilà. Il faut pas oublier les garçons là-dessus. Après, c'est vrai que dans les statistiques, les filles ressortent énormément. Je serais incapable de te donner, je pense, une vraie photographie. Je ne crois pas qu'on ait une vraie photographie parce qu'on passe à côté de pas mal de situations chez les garçons. Ça se manifeste exactement de la même manière que les filles, en fait. Et c'est là où il faut penser ces interrogatoires cliniques de manière complètement non genrée, parce que c'est plus pertinent comme ça. C'est, tu vas t'apercevoir qu'il y a une préoccupation anxieuse, anormale sur le corps. Euh, Peut-être que les garçons, ils ont moins tendance à verbaliser le fait qu'ils sont dans la restriction alimentaire, que là, ils ont commencé un régime, etc. Les filles, comme c'est enfin, depuis la nuit des temps, en la une de Marie-Claire, qu'il faut faire des régimes au mois d'avril et de mai, c'est bon, elles n'ont pas trop peur de dire qu'elles font des régimes. Les garçons, ils sont un peu plus, ils masquent plus en fait. Donc il faut peut-être aller plus les chercher. Euh, et en fait, alors les garçons, ils sont touchés aussi bien par l'anorexie que par l'hyperphagie, etc. Hein. Faut regarder sur les trois formes de la pathologie. Mais ouais, là, il y a quelque chose de l'ordre de la représentation sociale de la pathologie où, quand on vous dit trouble du comportement alimentaire, on pense direct à l'anorexie, l'anorexique fille qui pèse 35 kilos et qui a la peau sur les os. Les TCA, c'est pas ça. Enfin, c'est ça, bien sûr, dans une portion très heureusement voilà, minoritaire. Mais bah, la plupart du temps, ça va ressembler à des corps complètement dans des IMC complètement basiques. Et, euh, et puis des gens qui peuvent être sous couvert de sport, sous couvert aussi de ce qu'on appelle, le nom du trouble, c'est l'orthorexie, c'est vouloir vers une obsession pour manger sain. Et ça, c'est valorisé socialement et on retrouve ça chez les filles, chez les garçons, euh, où il y a, ça vire à l'obsession au fil du temps, euh, une, une propension à ne vouloir ingérer que des choses qui sont, voilà, c'est des gens qui regardent toutes les étiquettes, etc. Et ça, c'est pareil, c'est des présentations un petit peu atypiques et masquées du truc. Bah, c'est important, en fait, de se dire que les garçons peuvent aussi avoir des TCA, tout simplement. Ouais, c'est moins facile à objectiver, hein. Je dis, ils masquent plus, les garçons. Et c'est plus accepté socialement qu'un garçon travaille son corps, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Mais en fait, ils peuvent se mettre tout autant en danger qu'une jeune fille qui fait un régime de l'extrême et qui se retrouve à avoir euh, une perte de poids très, très significative, qui s'alimente plus correctement, qui est carencée. Ben, un sportif de haut niveau qui fait un régime de l'extrême, il peut être tout autant carencé que... Donc non, hein, le trouble est le même, hein. Simplement, il s'exprime un petit peu différemment. Faut voir aussi attention sur les personnes diabétiques, puisqu'il y a, il y a du... Malheureusement, bah, eux, ils sont dans le contrôle alimentaire de par leur pathologie, mais ça peut être une petite porte d'entrée, malheureusement, euh, à l'expression d'un trouble. Ça, le diabétique, bah, ça va toucher filles garçons, hein. Bah, en fait, toutes les pathologies où il va y avoir un contrôle alimentaire enfin, nécessaire pour pas faire trop flamber la maladie. Euh, du coup, le diabète, c'est le premier qui me vient, mais il y en a tas d'autres. La maladie de Crohn, des trucs comme ça. Enfin, voilà.
Il semble que les hommes soient moins sujets au régime, soit soi-disant moins touchés par les TCA, mais sont surtout moins sujets à la grossophobie, moins que les femmes en tout cas. Un homme en obésité massive sera aussi discriminé qu'une femme, mais de manière moins frontale. On reste sur l'idée genrée qu'un homme se respecte, alors qu'on peut tout dire à une femme. Pour parler un peu plus de genre et de grossophobie, nous allons écouter un nouveau témoignage d'une femme. Aucun homme, en effet, n'a jamais témoigné sur un quelconque sujet. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été en surpoids. J'étais une enfant en surpoids et ça n'a jamais changé dans ma vie. J'ai eu une période très courte où j'avais un poids qui était considéré comme normal. Et là, aujourd'hui, je suis passée de surpoids à obésité morbide en ayant pris 30 kilos en un peu plus de quelques années. Et il faut savoir que j'ai été longtemps complexée par mon poids, particulièrement pendant la période où j'étais entre guillemets juste en surpoids. Et que là aujourd'hui ça va beaucoup mieux, alors que techniquement je fais un poids qui est très inquiétant au niveau médical. Mais bizarrement ça va mieux au niveau des complexes. Enfin, je dis bizarrement, mais en fait j'ai fait beaucoup de cheminement par rapport à ça. Déjà il faut savoir que je viens d'un endroit, je viens d'un milieu où la question du poids elle est assez centrale, mine de rien, surtout chez les femmes dans ma famille. Je viens d'une famille où on est tous au moins en surpoids, particulièrement du côté de ma mère chez les femmes, au moins en surpoids, et où on est aussi, on vient d'un milieu assez modeste. Et en fait, forcément, quand tu viens d'un milieu assez modeste, il y a deux choses qui jouent. Il y a le fait que déjà qui dit milieu modeste dit aussi travail assez compliqué pour mes parents. Donc ma mère, elle est infirmière, et mon père, il était ouvrier slash entrepreneur, donc ce qui fait que c'était un train de vie assez compliqué. Ma mère travaillait la nuit, donc on faisait vraiment pas des repas équilibrés, voilà, ce qu'on peut peut-être connaître un peu traditionnellement, où on mange ensemble à midi ou le soir ou les deux. Moi, j'ai jamais connu ça. C'est-à-dire que vraiment, mes parents préparaient ce qu'ils pouvaient, des trucs très rapides pour pouvoir retourner travailler. Et moi et ma sœur, on mangeait toutes les deux, et on n'était pas forcément cadrés. Puis surtout, c'était de la nourriture pas chère, et on compensait souvent à côté avec du grignotage, en tout cas pour ma part. Donc voilà, il y a un peu ce contexte qui est à mettre en place. Et en fait, il y avait déjà eu un truc qui était fait, c'est que moi, particulièrement, je mangeais énormément, je grignotais beaucoup, et en fait, mes parents, à force, ils en avaient marre de voir que j'étais une enfant qui grignotait beaucoup, et ils n'ont pas changé les habitudes alimentaires, c'est-à-dire qu'ils continuent à acheter beaucoup de gâteaux et des trucs comme ça, sauf que ils se mettaient à les cacher. Et sauf que quand t'es une enfant, t'as le principe des œufs de Pâques. En plus c'est la période, donc là voilà, tout le monde voit voilà, le principe de cacher des œufs et de faire en sorte que les enfants les trouvent. Et moi clairement j'ai toujours vu ça comme un jeu en fait. Donc moi c'était un peu mon grand jeu quand j'arrivais chez moi, d'essayer de trouver où mes parents avaient planqué la bouffe. Et ça clairement j'en ai parlé avec un psychologue il y a pas très longtemps. Il m'a dit que ça a été clairement la pire décision à prendre, c'est de cacher, et déjà de provoquer un espèce de sentiment de frustration, et puis surtout de ça, voilà, ça a mené à une espèce de truc où je voyais ça un peu comme une récompense, quoi. Après j'ai eu une grosse évolution par rapport à la perception que j'avais de moi-même. Déjà, vis-à-vis tous les contenus sur le body positivisme que je voyais sur les réseaux, ça m'a beaucoup beaucoup aidé à avancer. Parce que là, je veux vraiment faire l'emphase sur la partie vraiment positive de mon expérience. C'est-à-dire que le body positive, beaucoup de gens ont tendance à dire c'est de l'éloge de l'obésité, ça empêche les gens d'évoluer, de se soigner, machin. En fait, vraiment,
Absolument pas. C'est-à-dire que le principe du body positivisme, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu et que ça m'a aidé à évoluer. C'est que, oui, bon, en fait, gros, c'est une caractéristique physique. Oui, c'est un problème. C'est un problème de santé parce que l'obésité, c'est un vrai problème dans le monde, hein. Je veux dire, il y a des gens qui en meurent. Ça provoque des handicaps, ça provoque un mal-être physique. Mais en fait, y ajouter du mal-être mental par des moqueries, par du harcèlement constant et surtout faire passer le poids de quelqu'un avant sa personnalité, voire même ses compétences, bah ça c'est vraiment la pire des choses à faire. En fait, le positivisme, moi, ça m'a appris à dire bon bah voilà, déjà gros c'est une caractéristique physique, hein, c'est quelque chose qui est qu'il faut accepter, qu'on peut éventuellement changer ou pas, et que les motivations pour le changer, il faut qu'elles soient, euh, complètement saines. C'est-à-dire que si c'est uniquement pour le regard des autres et pas pour soi-même, ça peut être assez destructeur. Donc ça, pour le coup, j'ai vraiment évolué de ce côté-là. Déjà, moi, ça m'a permis clairement de vaincre ma timidité. C'est-à-dire que grâce à ça, maintenant, je fais des choses, c'est-à-dire parler en public, exprimer mon avis et faire face à des critiques que je pouvais pas faire avant. Parce qu'avant, en vrai, j'étais complexée par mon physique. Donc je me disais, si je vais commencer à donner mon avis à des personnes là, ils vont me juger sur mon physique. Et maintenant, ça m'a libérée. Maintenant, je peux exprimer mon avis et me dire les personnes qui me jugent pour mon poids en face de moi, elles sont elles sont totalement hors de propos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me juge sur ça, c'est que ce que je dis n'est pas... C'est bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, à partir du moment où on préfère m'accorder du crédit uniquement sur la forme et pas sur le fond, c'est que c'est les autres en face le problème. Et ça m'a quand même beaucoup changé. Et puis, bon, l'autre chose, c'est que moi, quand j'étais au lycée, je suis rentrée à l'internat. Et j'avais avec moi dans ma chambre d'internat mes deux colocataires, enfin les deux personnes avec qui je partageais la chambre, donc deux filles, qui elles aussi, chacune, elles avaient des problèmes vis-à-vis du poids. Mais pareil, des problèmes que on leur attribuait ou vis-à-vis du regard des autres, et pas des vrais problèmes de santé. Et en fait, avec une des deux qui partageait entre guillemets, le même problème que moi, c'est-à-dire vis-à-vis du poids en trop qu'elle supposait avoir, alors que là encore, maintenant à y réfléchir, elle avait vraiment juste un petit surpoids d'adolescence qui était vraiment très anecdotique. Bon voilà, en fait, elle et moi, on a appris à en rigoler de ça. Vraiment, on se moquait de nous-mêmes, on n'hésitait pas à se vanner sur ça et ça nous a libérés. C'est-à-dire que comme c'est devenu un sujet de rigolade, un truc positif, et ben clairement, on pouvait en parler. Et puis surtout, on pouvait en parler. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle avait des troubles du comportement alimentaire. Là où moi, j'ai eu la chance de jamais en avoir, j'ai jamais souffert d'anorexie. Bon, j'ai souffert un peu de boulimie, de trucs autour de trop manger, machin, mais ça n'a jamais été pathologique. Et elle, pour le coup, elle se faisait vomir tous les soirs. Donc, je pense qu'elle a fini par beaucoup plus accepter son corps, en partie parce qu'on en discutait toutes les deux. Et la seconde personne avec qui je partageais la chambre, elle, en fait, elle était de nature très très mince. Et ça pouvait être presque vu comme maladif, alors que là, encore une fois, c'est juste qu'elle était très mince, hein, c'est pas... Il n'y avait rien d'impressionnant, mais forcément, quand elle sortait un peu de la norme, quoi. Et elle aussi, elle se prenait, mine de rien, énormément de remarques, de moqueries. Là où presque moi, on m'en faisait plus parce que c'était beaucoup plus commun de voir une personne de mon physique qu'une personne qui était mince, comme elle, naturellement. Et bon, il y a des gens qui n'hésitaient pas à lui dire mais mange plus, tu ressembles à un squelette.
t'es pas une vraie femme, machin. Enfin, là aussi où je me suis dit, mais en fait, les gens sont horribles dès qu'il s'agit d'un physique qui sort qui sort de ce qu'on peut voir d'habitude, surtout que c'était une fille qui était objectivement très jolie, hein. Et ben, les gens n'hésitaient pas à lui faire des réflexions et c'est là aussi où ça m'a fait remettre en question mes propres complexes. Je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment les autres le problème, hein. Quand je voyais ce que subissait mon amie, voilà, elle était vraiment, elle devait être aussi complexée que nous. Et du coup, on essaie de se soutenir. Donc voilà, là, moi j'ai fait quand même beaucoup de chemin aujourd'hui, j'ai plus aucun complexe vis-à-vis de ça. Donc moi, je voudrais en soi perdre du poids, mais c'est surtout pour des questions de santé. Parce que bon, je me suis réconcilié avec le sport et le fait que j'ai envie quand même de pouvoir me faire le sport qui m'intéresse sans avoir trop de contraintes autour du poids, parce que évidemment quand par exemple on veut pouvoir aller courir, moi j'ai un poids qui me permet pas de courir sans me faire mal. Donc c'est ça j'ai vraiment beaucoup évolué autour de ça, mais j'oublierai jamais j'ai eu quand même des réflexions assez traumatiques de gens qui acceptaient parfaitement qu'il y ait une discrimination envers les personnes obèses. Euh, Sachant que même à l'époque où je faisais un poids tout à fait correct, qui sortait à peine de la norme. Et donc voilà, j'ai notamment des souvenirs de ma grande sœur qui me disait que moi c'est qu'elle trouvait pas ça normal que je paye le même tarif dans l'avion qu'elle, parce que bah, je pesais 20 kilos de plus qu'elle, donc bah, techniquement si je pèse plus dans l'avion, il faudrait que je paye plus aussi. Voilà, une réflexion que je trouve terrible. Et aussi la même qui m'a dit oui, c'est normal que dans certaines enseignes comme à Abercrombie et Fitch, à l'époque où on en parlait, il y avait eu un scandale autour de ça. Oui, c'est tout à fait normal qu'ils acceptent pas les gros, qu'ils acceptent pas de faire des tailles en XL ou plus pour leurs vêtements, parce que personne voudrait que des personnes grosses portent leur marque, quoi. C'est tout à fait normal. Donc quand on me dit ça, quand on dit ça à quelqu'un qui est un peu en développement psychique, c'est ultra destructeur. Donc là, pareil, heureusement, là, j'ai rayé cette personne de ma vie pour d'autres raisons, mais parmi voilà, qui découlaient de ce genre de comportement. Mais moi, si jamais il y a un message que je veux faire passer, c'est que le physique, c'est une facette très très superficielle de ce qu'on représente, et à partir du moment où on arrive à se développer personnellement, bah le physique c'est juste un paramètre. Donc évidemment il y a les paramètres de santé à prendre en compte, hein, parce que personne n'a envie d'être malade, et quand même l'obésité, bon là pour le coup ça reste assez handicapant, ça peut faire souffrir, mais en termes de confiance en soi, de la valeur qu'on s'apporte, ça n'a aucune importance. Parce que vraiment, on a trop tendance à oublier que derrière une enveloppe, y a quelqu'un. Et ça vaut évidemment pour tout. Mais du coup, voilà, je tenais à faire passer ce message, c'est que il faut absolument enlever le principe d'esthétisme autour du concept d'être gros, quoi. Il faut absolument voir ça comme une caractéristique physique. C'est ni beau ni moche. C'est ce que la personne en fait qui compte, et si elle a envie d'en rien faire, ça ne regarde qu'elle. Dans le livre de Gras Politique, nous pouvons y lire les problèmes pour les hommes, particulièrement en raison d'une supposée virilité absente derrière un poids. Discrimination de genre ici uniquement pour les hommes. Mais comment affirmer sa masculinité lorsque l'obésité donne une poitrine ou que la graisse fait disparaître une partie de votre pénis dans votre pubis? Chaque genre possède ses propres spécificités à la grossophobie. Et donc pour revenir sur le témoignage que nous venons d'entendre, nous parlons très souvent du body positive, mais Gras Politique parle plutôt de body neutral,
qui permet à toutes les corpulences et à tous les physiques de proclamer que leur corps est juste OK, sans injonction à l'aimer absolument pour le montrer. De plus, on a entendu cette aberration sur la place prise dans un avion qui est supérieure à une personne sans surpoids qui justifierait un prix à payer plus important. Ce sont des témoignages dans d'autres podcasts que j'ai énormément entendus aussi. Alors que si les personnes grosses apprennent dès leur plus jeune âge à ne pas prendre de place, les discriminations grossophobes se chargent de leur rappeler le volume qu'elles prennent. Un des premiers pas de la lutte anti-grossophobie est donc de rendre aux personnes grosses leur espace et la légitimité de l'occuper. Leur apprendre en leur donnant la parole qu'elles sont victimes de discrimination et que peu importe la raison pour laquelle elles sont grosses, elles ont le droit de revendiquer une égalité des chances et une paix de l'esprit. Les institutions doivent entendre qu'ils ont un rôle à jouer. La santé publique, l'urbanisme, l'accès aux soins, à l'emploi, à la formation, l'égalité et l'éducation. La lutte contre la grossophobie n'est pas la promotion de l'obésité. Nous arrivons sur notre dernière partie où nous allons essayer de comprendre ici la place de la société dans cette propagation mondiale de l'obésité. Écoutez. Et donc, pour réussir à la combattre, il faut d'abord comprendre ce qui l'alimente. Et pour ça, j'ai une petite anecdote, ou plutôt une étude que j'aime bien d'ailleurs raconter aux patients qu'on reçoit. Il y a 20-30 ans, comme je vous l'ai dit, le problème du surpoids était minime par rapport à aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, justement, il s'est autant développé chez nous ? Parce qu'à cette époque, donc il y a 20-30 ans, c'était le début de l'industrialisation, de l'agroalimentaire, les produits déjà préparés, la junk food, etc. Tout ce qui nous en tire au quotidien, en fait, aujourd'hui, les chips, les glaces, les burgers, les pâtes en sauce, les sandwichs et j'en passe. Sauf qu'à cette époque, les comités scientifiques pensaient que ce qui faisait prendre du poids aux gens, à la population, c'était le gras. Donc ils ont fait la guerre au gras et donc plus précisément aux lipides. Mauvaise pub du coup pour les industries et notamment les Américains. Ils vont donc décider de baisser le taux de matière grasse dans leurs produits. Et aujourd'hui d'ailleurs, vous voyez dans votre supermarché des yaourts avec écrit 0% de matière grasse dessus et plein d'autres produits. Sauf qu'évidemment, ils ont dû choisir un autre aliment pour remplacer ce manque en matière grasse. Et pour ça, ils ont d'abord mené une étude en laboratoire. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un bac dans un laboratoire, ils ont mis des souris dedans, et ils ont mis un bol de nourriture de souris pour souris enrichi en cocaïne, et le même bol, mais enrichi en sucre. Pendant une semaine, ils ont forcé les souris à manger les deux bols. La semaine suivante, ils mènent le même bac, les mêmes bols, donc dans les mêmes conditions, avec les mêmes souris, sauf que là, ils laissent faire. Et toute la semaine, les souris se sont ravagées sur la nourriture enrichie en sucre. Donc, conclusion de l'expérience pour les Américains, le sucre, c'est une drogue encore plus addictive que la cocaïne. Et donc aujourd'hui, quand vous allez acheter un paquet de chips en vous disant « je mange salé », en réalité, vous consommez autant de sucre que dans un paquet de biscuits au chocolat. Quand vous allez acheter une soupe dans le commerce en vous disant que ce sera bon pour vous, en réalité, ils mettent aujourd'hui autant de sucre dedans que dans une bouteille de coca. Donc en fait, le sucre aujourd'hui, il est caché absolument partout. Et donc en 20-30 ans, entre ce changement alimentaire trop élevé en sucre, en glucides, additionné à un changement aussi de société où aujourd'hui on travaille, on n'a plus beaucoup de temps pour nous, qui nous entraîne donc aussi dans de la sédentarité, et on a fait exploser le bouton du pantalon. Je dirais qu'effectivement le sucre, c'est, on en a tous eu dans l'enfance, hein. C'est vrai que ça vient souvent maintenant, on fait très attention à ce que les enfants ne prennent pas de sucre trop tôt, et on l'associe souvent à des moments qui ont été plaisants. Donc ça peut être le pain au chocolat qu'on vous a offert après un devoir qui était difficile au lycée, ça peut être le bon gâteau que mamie a fait le week-end et à un moment on était en famille, et du coup on l'a associé à un moment qui était joyeux. Et donc finalement quand on est stressé, quand on est en colère, etc., c'est cette satisfaction qu'on va aller chercher, mais à travers la nourriture qui est pour nous un souvenir, un peu comme la Madeleine de Proust. Et donc ce qui est important, c'est de se dire effectivement ça m'a fait du bien à ce moment-là, mais là maintenant en tant qu'adulte, je peux avoir recours à autre chose que de la nourriture pour m'en sortir, autre chose que du sucre. Les groupes agroalimentaires et le marketing ont une part de responsabilité non négligeable dans ce que nous pensons consommer par choix.
Le lobby des produits laitiers est parvenu à nous faire croire que le lait de vache était l'unique source de calcium et qu'il était nécessaire d'en boire tout au long de la vie. Donc, depuis 1975, le nombre d'obèses sur la planète a presque triplé. En 2016, 1,9 milliard d'adultes étaient en surpoids, dont 650 millions en obésité, soit 13%. En France, 15,3% de la population adulte est obèse, contre 8,5% en 1997. Et d'ici 2030, l'ODCE estime que la proportion d'obèses pourrait atteindre 21% et 47% pour les Américains. Et enfin, si vous superposez la carte de France des régions les plus pauvres et celle des régions où l'on trouve le plus de personnes obèses, vous remarquerez deux curieuses correspondances. Et pourquoi est-ce que l'on va vouloir accompagner des personnes dans une perte de poids, Axel ? Aujourd'hui, quasiment tous les problèmes du quotidien sont aggravés par une prise de poids générée par une consommation trop élevée en sucre. Ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension, ça peut être le cholestérol, ça peut être les AVC, les infarctus. Ça aide également à la prolifération des cellules cancéreuses. Partout, ça détruit absolument tout votre corps. Ça peut également augmenter vos douleurs articulaires, dans le sens où le sucre vous faisant prendre du poids et le poids reposant sur vos articulations, petit à petit vous avez également des problèmes à ce niveau-là. Enfin, aujourd'hui, je vais pas dire que tous les problèmes de santé évidemment sont responsables. Enfin, le sucre est responsable de tous les problèmes de santé, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est qu'il aggrave une grande partie d'entre eux. Pour réussir à sortir de ce cercle vicieux d'une manière suffisamment efficace, c'est compliqué d'y arriver seul. Et dites-vous bien une chose, et je terminerai là-dessus, c'est qu'une personne en surpoids n'est pas obligatoirement un gourmand. C'est souvent une personne qui, suite à un événement de la vie qui aurait été difficile pour eux de surmonter, comme un décès, une séparation, un stress important lié au travail ou à la famille, un problème hormonal, un accident au travail, et j'en passe, va se réfugier vers l'alimentation et le sucre au lieu d'aller vers d'autres types de drogues comme l'alcool ou la cigarette par exemple. Donc pour ceux qui se sentiraient concernés et qui nous écoutent, déjà ne vous en voulez pas, et si ce problème vous pèse vraiment au quotidien, comme pour l'alcool ou la cigarette, cherchez à vous faire aider et à vous entourer de professionnels. Mais voilà, parlez-en à votre médecin et aussi à des proches autour de vous. Le surpoids doit être considéré aujourd'hui comme une pathologie à part entière et qu'il faudrait éviter de laisser traîner, qu'il faudrait chercher à résoudre, à soigner, à prendre en charge ou au moins à améliorer. En fait, une personne qui a des problèmes hormonaux et qui prend du poids derrière, il y a quand même, quoi qu'il arrive, un lien avec l'alimentation. Sauf qu'en fait, son organisme, le moindre sucre ou la moindre calorie qu'il va consommer, il va la stocker, contrairement à une personne qui n'a pas de problèmes hormonaux et qui mange 10 fois plus que cette personne-là. Mais ça, c'est une question de quantité de calories, c'est une question de qualité aussi, de la répartition des nutriments entre la famille des sucres, des graisses, des lipides et des protéines. Mais en gros, une personne qui a des problèmes hormonaux, dès lors qu'elle va faire le moins de petit écart, elle va prendre des kilos et des kilos. Alors qu'une personne, je dirais, qui n'a pas de problèmes hormonaux, elle va faire les mêmes écarts que cette personne-là, sauf qu'elle ne prendra pas de poids. Donc en fait, le dérèglement hormonal induit à faciliter grandement une prise de poids, même si la personne fait des efforts derrière. Donc, que ce soit pour une personne qui a des problèmes hormonaux ou pas, et qui a besoin d'être suivie pour perdre du poids, quoi qu'il arrive, il faudra jouer sur l'alimentation. Après, le programme et la prise en charge sera adapté en fonction des résultats des analyses, du bilan sanguin, etc. et des discussions avec les professionnels de santé pour être au plus proche du déclenchement d'une perte de poids en fonction, quoi. Le collectif Gras Politique nous dit: il est vain d'espérer mettre fin à son problème de surpoids sans identifier les causes profondes et en s'enfermant dans un mode de consommation complètement opposé à la réalité de la vie, à nos habitudes alimentaires ou à notre budget. La nourriture est un sujet complexe à la fois personnel et sociétal. Un petit mot de fin, Claire ?
Effectivement, dans les TCA, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes où on se dirait en apparence, elles vont bien, elles n'ont pas de problème, tout va bien dans leur vie. Et finalement pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute et d'être toujours une oreille attentive quand vous avez un ami, un collègue qui va pas bien, de pouvoir être là. Je pense notamment, il y a énormément d'exemples auprès de stars. D'ailleurs, vous connaissez peut-être la chanteuse Joyce Jonathan qui récemment a parlé de ses troubles du comportement alimentaire. Lily Depp aussi a souffert d'anorexie pendant un certain temps. Lady Gaga a aussi eu des troubles de comportement alimentaire. Demi Lovato, il y a énormément de personnes finalement où on se dit elles ont une vie rêvée, etc. Et finalement en elles il y a une certaine souffrance, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi arriver dans votre entourage et je dirais c'est vraiment important d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos besoins et de construire une vie qui vous ressemble et qui est pleine de sens pour vous. C'est vrai qu'il y a un lien qui est très fort entre ce qu'on pense, mais aussi ce qu'on ressent et la manière dont on va se comporter. C'est d'ailleurs sur ça que j'axe mes coachings, sur cet alignement entre la tête, le cœur et le corps finalement. Et donc c'est important d'arriver à exprimer ses émotions, d'arriver à exprimer ce qu'on ressent. On a eu parfois une éducation où c'était pas forcément mis en avant parce que il faut pas entre guillemets faire tâche, il faut pas sortir du lot et ce qu'on ressent c'est pas le plus important. Ce qui est important c'est d'aller de l'avant, etc. Mais en fait c'est fondamental ce qu'on ressent parce que parfois ça peut être des vrais blocages, des vrais freins à justement une avancée, une réussite ensuite par la suite. Donc je dirais qu'il faut pas que ce soit tabou. Ces troubles du comportement alimentaire, il faut pouvoir en parler. Donc après, que ce soit des amis, des associations, un médecin, un coach, mais il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte. Et pour toi, Axel ? Je pense qu'aujourd'hui, la prise en charge du surpoids, de la surcharge pondérale, elle va de l'avant et je pense qu'elle a tendance à s'améliorer parce qu'elle est vraiment prise en considération de plus en plus aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui que le problème majeur, c'est les glucides, c'est les sucres, comme on en a parlé durant cet entretien. Et les études montrent justement que lorsqu'on arrive à suffisamment diminuer les sucres, les glucides, on perd suffisamment de poids et surtout de la graisse viscérale au niveau du tour de taille. Et donc, et ça c'est quand même une chose quand même vachement positive et motivante pour les années à venir, c'est que des patients qui étaient diabétiques depuis des années ou qui étaient hypertendus ou qui avaient une apnée du sommeil, qui étaient traités pour, que les médecins, malgré 10 cachets, avaient du mal à équilibrer, suite à une diminution justement des glucides dans leur alimentation, ont perdu du poids suffisamment. Et aujourd'hui, certains d'entre eux ne sont plus du tout diabétiques, ne sont plus du tout hypertendus, ne sont plus appareillés pour leur apnée du sommeil. Aujourd'hui, on sait que c'est un caractère qui est réversible. Donc, au niveau de la santé, c'est quand même vachement motivant, rassurant pour les années à venir. Le poids est une donnée qui nous définit. Il est mentionné sur les faire-part de naissance comme s'il faisait partie de l'identité du nouveau-né. La grossophobie est une discrimination protéiforme qui impacte tous les domaines de la vie des personnes grosses. La grossophobie ne fait pas maigrir, le surpoids est un problème bien plus complexe que ce que l'on veut bien nous présenter et l'obésité est une problématique mondiale qui ne va pas disparaître demain. Lutter contre la grossophobie, ce n'est pas promouvoir l'obésité. Nous ne luttons pas pour vous faire grossir. Quelques paroles du livre « Gros n'est pas un gros mot » du collectif Gras Politique. Un grand merci à nos intervenantes et intervenants pour leur temps et leur partage de connaissances. Merci aux personnes qui ont fait preuve de beaucoup de courage à témoigner. Et merci à vous de nous écouter et d'être toujours au rendez-vous pour ces sorties mensuelles. Si vous souhaitez parler de stigmatisation, de grossophobie ou même de harcèlement ou de violence, n'hésitez pas à venir en message privé sur Instagram à Podcast ou Sexistes. Et puis mettez une petite note, abonnez-vous et partagez cet épisode, ça nous aide énormément. À bientôt pour un nouvel épisode.